Bonjour et bienvenue au podcast Sui Generis. Je suis Alexia Lemasson, membre de Sui Generis et coach certifié pour les personnes trop intenses à travers le monde. À travers ces podcasts, j'ai le souhait de partir à la rencontre d'autres coachs et de discuter techniques, outils et approches pour vous donner l'inspiration de faire le pas supplémentaire dans votre développement personnel, de générer de nouvelles possibilités ou vous donner simplement des outils concrets pour gagner en lucidité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Swazik Lafay. En direct de Montréal, Swazik est psychologue, coach de vie pour les femmes en rémission de cancer, facilitatrice en intelligence collective. Elle accompagne les personnes individuellement ou à travers des accompagnements pluridisciplinaires. Aujourd'hui, Swazik vient nous parler de changement de vie et comment les vivre pleinement. C'est parti. Bonjour Swazik. Bonjour Alexia. Je suis très heureuse de t'accueillir dans les podcasts Sui Generis et j'ai vraiment hâte que tu nous parles changement de vie, transition. Moi aussi. Je te propose de commencer par le terme de changement de vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu clair sur ce qu'on entend par là ? Oui, c'est le terme qu'on utilise généralement, le changement de vie. En fait, ça correspond vraiment à la partie visible et concrète. C'est vraiment les événements observables. Donc, par exemple, ça va être le fait de changer de travail, de changer d'appartement, d'attendre un enfant ou d'obtenir un diagnostic d'une maladie, par exemple. Mais le terme dont on entend moins parler et peut-être qu'on va plus détailler aujourd'hui ensemble, ça va être la transition de vie, qui là correspond plus au processus interne de la gestion du changement. Donc ça va être le vécu psychologique derrière le changement, plus la manière dont chacun va le vivre. Ça peut être comparé aux 4 saisons, par exemple. C'est une métaphore que j'aime bien, dans le sens où la transition se passe en 4 étapes qui correspondent aux 4 saisons qu'on connaît bien. Donc, il va y avoir l'automne, qui va être vraiment la fin, le désengagement. En fait, pour avoir une nouvelle étape, il faut que l'étape d'avant se termine. Donc, un renouveau commence par une fin. Donc, le désengagement, la désidentification, l'achèvement. En fait, ça va être vraiment la partie du deuil transitionnel. On entend souvent parler de deuil quand on perd quelqu'un, mais c'est aussi le cas quand on vit un changement, en fait. La deuxième étape, ça va être l'hiver. Là, ça va être plutôt la zone neutre. Ça va être une zone d'errance, de réorientation. On va remettre en question ses choix. On va aller puiser dans ses ressources. Et là, le deuil se poursuit également, mais au rythme de chacun. Ensuite, on va avoir le printemps, qui est un nouveau départ. Ça va être le commencement, le recommencement, se sentir revivre, déployer son propre potentiel. Et pour finir, on va avoir l'été, qui est là vraiment la période où on va profiter de tous les changements qu'on a mis en place. On va intégrer, on va savourer ses acquis et on va apprécier le moment présent. J'aime beaucoup cette analogie des 4 saisons. Moi aussi. Parce que ça rend vraiment concrètement la transition. Est-ce que par exemple, on peut reprendre un de tes exemples de changement de vie ou de transition de vie et de voir comment ça se passerait à travers les 4 saisons ? Tout à fait. Par exemple, je vais prendre le changement de travail. Le fait de décider de se reconvertir, par exemple, ou même de changer d'entreprise, mais de rester dans un poste similaire. Il va y avoir justement une question de désengagement. Petit à petit, on va ramasser nos affaires, faire le tri dans les dossiers, se dire qu'on doit dire au revoir aux collègues, etc. Donc, il y a toute une partie de deuil là-dedans, justement, de se dire, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va avoir, on sait que ça va être justement qu'on va plus revoir ces collègues-là avec qui on s'entendait bien, si c'est un changement de travail choisi par exemple, mais même quand c'est un changement de travail parce qu'on n'en peut plus, il y a un certain deuil aussi à faire. On pourra peut-être en reparler du deuil dans les changements qui ne sont pas choisis. Ensuite, avec l'hiver, justement, ça va être une période où peut-être qu'on va douter. On va se remettre en question, de se dire mais est-ce que vraiment j'ai bien fait avec le nouveau travail, avec les difficultés de se mettre dedans, avec toutes les informations à accumuler avec le nouveau poste. On va se dire peut-être que j'ai pas bien fait. Savoir recréer des nouvelles relations avec des nouvelles personnes, on va se dire que ça va être plus compliqué que maintenir les relations qu'on avait avant. Donc ça va être toute une période de doute. Et le printemps, à ce moment-là, ça va être justement de se sentir bien dans son nouveau travail, d'avoir pris ses marques, de se sentir vraiment évoluer. Et l'été, ça va être vraiment le moment où là, on gère tout bien et on sait exactement où est-ce qu'on est et on a juste à en profiter.
C'est beaucoup plus clair, effectivement. Et c'est drôle parce qu'on imagine, quand on parle de transition, de changement de vie, des choses importantes, des grandes transitions, comme tu l'as cité, par exemple la maladie, la maternité, le changement de poste. Mais j'imagine que c'est des saisons qu'on vit finalement pour beaucoup de petites transitions également. Tout à fait. Pour ça, par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps une youtubeuse que je suis qui changeait d'appartement, qui allait d'un appartement à une maison. Et elle était super contente. C'était quelque chose qu'elle voulait absolument. Elle se voyait dans cette nouvelle maison, etc. Mais pour autant, elle pleurait et elle vivait vraiment ce deuil. Elle avait du mal à le comprendre d'ailleurs, puisque justement, elle voulait aller dans cette nouvelle maison. Elle vivait vraiment ce deuil de cet appartement dans lequel elle a, par exemple, accueilli son bébé, ou elle a vécu d'autres choses plus ou moins joyeuses. Et effectivement, ça peut paraître très banal, un changement d'appartement, mais non, pour autant, c'est effectivement quand même une transition qui se fait, évidemment, plus ou moins intensément et plus ou moins longue qu'un gros changement de vie. Mais effectivement, il y a plein de petites transitions qu'on vit tous. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait là à parler transition ? Est-ce que finalement l'important, c'est pas le but, et pas la destination ou l'objectif, par exemple le changement de poste ou l'arrivée du bébé ? Pourquoi on se concentre sur ces transitions ? Je crois qu'on est justement dans une société, alors si on reprend cette analogie de saison, où on vise beaucoup le printemps et l'été. Cette histoire de renouveau, cette histoire de profiter de nos acquis, c'est ce qu'on vise et c'est un peu le haut de la montagne, au risque de ne pas mettre notre temps, notre énergie, de ne pas prendre le temps de passer l'automne et l'hiver, qui sont tout aussi indispensables. Tout comme dans la nature, l'hiver par exemple, ça permet le repos, ça permet que la terre se décante, ça permet que les virus s'éliminent. Sans ça, la nature ne repousserait pas de la même manière. Et l'automne aussi est indispensable, puisque si les feuilles ne tombent pas, elles ne peuvent pas repousser. Et l'arbre ne grandit pas de la même manière. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle justement ensemble de l'importance de toutes ces étapes-là, parce que tout ce cheminement et toutes les réflexions qu'on peut avoir autant dans le deuil que dans la partie d'errance en hiver sont indispensables pour pleinement se déployer au printemps et à l'été finalement. Le terme d'errance m'interpelle un peu parce que on l'imagine très négatif. Exact. Qu'est-ce qui fait que nous, humains, on ne s'autorise pas à vivre l'hiver et l'automne d'ailleurs ? Je dirais que ça a beaucoup de liens déjà avec les émotions, parce que justement cet automne et cet hiver font vivre beaucoup d'émotions qu'on dit négatives. J'ai du mal avec cette idée que les émotions sont négatives, mais c'est comme ça qu'on en parle. Je crois que les émotions, quelles qu'elles soient, sont toutes importantes et ont tout un message à faire passer. Et justement, comme on a l'impression que finalement la tristesse qu'on peut vivre à l'automne, ou c'est cette idée d'être perdu et de ne pas avoir d'ancrage à l'hiver est assez effrayante, parce que, encore une fois, on vise absolument le printemps et on vise encore une fois le haut de la montagne, et on n'apprend pas en fait à s'écouter là-dedans et à se coucouner finalement et prendre soin de soi dans les autres étapes de l'automne et de l'hiver. Donc est-ce que tu dirais qu'en fait c'est qu'on a appris, ou justement on n'a pas appris à voir l'intérêt de cet inconfort ? On ne le comprend pas et même il nous fait peur ? Complètement. Déjà, le fait de ne pas savoir que changement de vie veut dire transition de vie avec ces différentes étapes-là, et de ne pas voir l'intérêt. Finalement, l'errance, elle permet aussi une certaine créativité en fait. Quand je voyais par exemple dans un des livres que je vais conseiller à la fin, de William Bridge, lui il parlait aussi des transitions dans le cadre de l'entreprise. Il disait que justement quand l'entreprise est bien fixée, etc., il y a un cadre à respecter. Alors que quand justement il y a des changements qui se mettent en place, c'est le moment finalement d'aller tester des choses, c'est le moment de faire place à de la créativité et d'aller voir qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, d'aller voir ses priorités, ses besoins, etc.
Si je reviens justement plus au niveau individuel, c'est exactement la même chose en fait. Quand on est en plein dans un changement de cadre, justement les limites sont plus floues et c'est là où on peut aller tester des choses, c'est là où on peut aller re-questionner nos besoins, nos envies et nos limites finalement. Donc oui, c'est de l'errance, mais c'est de l'errance qui peut être très positive en fait si on l'utilise pour apprendre à se connaître et pour aller tester d'autres choses. Est-ce que par exemple, on peut également dire que cet hiver ou déjà peut-être l'automne, c'est une manière pour nous qui sommes totalement et constamment stimulés, en fait, d'être face à soi-même, libéré de titres, par exemple, parce qu'on a été licencié ou parce qu'on a choisi de partir, ou la retraite, c'est également qui est une transition de vie qui tient à cœur, où on n'a plus de titres, on n'est plus personne aux yeux de cette société active, on va dire. Oui, je trouve qu'un exemple qui a finalement touché tout le monde, c'est la pandémie. Justement, s'il y a un moment où on a été confronté à nous et à avoir du temps pour nous et à se poser des questions, c'est justement cette pandémie qui nous a obligés à rester confinés chez soi. Donc, on a un peu touché du doigt justement cette possibilité-là. Et effectivement, où finalement, même la maladie, c'est pour le coup une transition, un changement de vie qui n'est pas du tout choisi. Et en même temps, c'est une transition qui nous permet de se poser, de se questionner, de réfléchir à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas au final. Donc oui, c'est quelque part un moment qu'on peut s'autoriser, qu'on peut se permettre, qui à la fois est indispensable quand on se le permet, et en même temps, justement, tellement agréable, en fait, finalement. Avant d'aller sur les étapes, justement, ou les outils indispensables pour réussir une transition, j'aimerais qu'on revienne dans les exemples qu'on a donnés. Il y avait des transitions subies. Par exemple, se faire virer, la maladie, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Mais il y a également des transitions choisies, comme tu as dit. Je choisis d'aller prendre un nouveau poste ailleurs, je déménage, il y a une naissance. La plupart sont choisis. Quelle est la différence ? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux types de transitions de vie ? Alors, dans les deux cas, on passera par les 4 saisons évoquées. Après, elles seront plus ou moins intenses. En tout cas, même justement dans les changements et transitions choisis, il va y avoir le deuil. Comme je disais tout à l'heure, même voilà, encore une fois, pour le changement d'un appartement, quand c'est choisi, on n'a pas l'impression d'avoir besoin de faire le deuil de ce qu'il y avait avant, de l'appartement d'avant. Et pourtant, effectivement, même dans ce cas-là, il y a un deuil à faire. Et une des différences pour moi, c'est que dans un changement choisi, on va avoir tendance justement à sauter l'automne et à vraiment viser le printemps, viser le renouveau, viser, voilà, c'est mon projet, c'est d'aller dans ce nouveau travail. Donc tout ce que je veux, c'est, et puis je m'imagine installée dans ce travail, etc. Et le risque, c'est de minimiser encore une fois le deuil à faire. À l'inverse, quand le changement est subi, on va avoir du mal à ce moment-là à ces personnes-là de les imaginer justement dans un renouveau, de les imaginer que ça peut être quelque chose au final de positif pour eux, que ça peut leur servir dans la vie. Quelqu'un qui est obligé d'aller à la retraite parce qu'il a un problème de santé, ou quelqu'un qui vient d'apprendre un cancer, justement, moi qui travaille là-dedans, ça va être difficile de lui dire là à ce moment-là, ça va te servir dans la vie, tu vas voir, tu vas en retirer quelque chose. Mais dans les deux cas, donc, il y a les mêmes étapes, et je dirais que dans les deux cas, l'hiver a tendance à être esquivé, à être skippé. Est-ce qu'on pourrait dire que dans les transitions choisies, paradoxalement, en fait, on zappe tout ça, il n'y a que l'objectif, puisque c'est ça qu'on veut, alors que dans les transitions subies, on est, sans en avoir conscience, un peu coincé dans l'hiver ? Et qu'on a du mal à voir justement l'objectif ? Tout à fait, coincé dans l'automne ou l'hiver. Et à l'inverse, pour les transitions choisies, viser vraiment le printemps et l'été, effectivement.
C'est drôle, puisqu'effectivement, on se dit, bon, bah, une transition choisie, hop, il n'y a pas de chemin à faire, puisque c'est ce que je veux. Et c'est drôle de voir que, comme la personne dont tu parlais qui a choisi de déménager, finalement, ça peut nous revenir en pleine face, alors qu'on ne s'y attend pas. Tout à fait, et c'est là l'importance de passer par les différentes étapes. Par rapport à la retraite, par exemple, c'est pas rare que les personnes qui ont choisi de passer à la retraite, au bout de quelques mois, quelques années, en général au bout de 2 ans, après avoir bien profité de leurs 2 années en mode j'ai tout mon temps devant moi, je profite de la vie, du coup, se repose la question finalement, mais moi je veux quoi en fait là-dedans et moi je suis quoi maintenant? En plus, il y a la question du statut qui rentre en jeu dans la retraite et c'est vraiment pas rare qu'il y ait un moment de re-questionnement intense et qui est difficile à comprendre du coup, parce que justement on a choisi, donc pourquoi là je vais pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Justement, j'ai une question. On a parlé de ces transitions subies et choisies. Est-ce que toutes les transitions nous rendent forcément meilleurs? Elles en ont le potentiel. Après, ça dépend, je dirais, de comment justement on les traverse, si on traverse les différentes saisons, si on se laisse la place et le temps pour ça. Parce que si on va trop vite, si on esquive certaines étapes, le risque c'est justement qu'on installe un certain pattern, qui est des situations qui reviennent justement d'une transition à l'autre. Mais en tout cas, oui, elles en ont vraiment le potentiel puisqu'elles peuvent vraiment permettre de mieux se connaître et de laisser la place justement à une nouvelle conscience des choses, à des nouvelles priorités, comme on disait tout à l'heure, à une nouvelle créativité. Donc elles en ont tout à fait le potentiel, mais c'est pas forcément le cas. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que toute transition est une opportunité de devenir meilleur? Et donc c'est à nous de la saisir, de pouvoir la saisir, de savoir la saisir ou pas? Complètement. Complètement. Et encore une fois, là aussi, qu'elle soit subie ou choisie, on peut peut-être avoir un peu plus de mal à le concevoir quand c'est subi. Mais il suffit de voir plein de témoignages de personnes qui sont passées par des étapes difficiles dans leur vie et voir ce qu'elles en ont retiré finalement. Et moi, justement, ce qui m'importe là-dedans, c'est pas juste de voir ce qu'elles en ont retiré au final, mais c'est aussi justement le cheminement par lequel elles sont passées et de voir que ça n'a pas été facile. Il a fallu faire un deuil, il a fallu se questionner, passer par des gros doutes pour arriver finalement à la saison du printemps et de l'été. Donc en fait, c'est pas on va dire l'événement qui nous rend meilleurs. C'est tout le chemin si on accepte de le faire. Exact. D'où l'importance, comme on disait au début, de différencier le changement de vie de la transition de vie. Le changement, encore une fois, c'est vraiment juste l'événement. Mais si on ne vit pas les différentes étapes de la transition de vie, le changement, on ne l'aura pas intégré dans sa totalité au final. Et dans ce cas-là, je rebondis. Quelles sont les étapes ou les outils indispensables pour justement réussir cette transition de vie? Alors, une des clés pour moi, c'est d'accepter son rythme, d'accepter justement de passer par ces différentes étapes et de se laisser le temps pour ça. Dans ce sens-là, j'ai entendu une phrase dans un autre contexte, mais qui peut être bonne pour plein de situations, c'est s'inspirer et non se comparer. Encore une fois, si je prends l'exemple de la retraite, par exemple, quelqu'un à qui on demande de partir à la retraite parce qu'on décide qu'il n'a plus sa place dans l'entreprise, peut voir les autres personnes à la retraite et se dire « Waouh, elles le vivent bien, moi pas du tout ». Donc être dans la comparaison. Alors que s'il se dit « Ok, elles en sont là, par quoi elles sont passées comment je vais pouvoir m'inspirer de leur cheminement ?» Ça va être vraiment différent et justement, encore une fois, se laisser le temps pour ça. Une autre clé que je pourrais donner, ça serait de prendre conscience du deuil à faire aussi.
surtout dans les changements de vie choisis. Si on prend un autre exemple qu'on a donné tout à l'heure, mais être parent, je dirais même dans toutes les situations où on nous félicite, où on nous dit bravo, et donc par exemple être parent, ou voilà, attendre un enfant, on nous dit félicitations, etc. La joie de ce qu'on a mis en place n'empêche pas le deuil justement de l'étape d'avant. Par exemple, devenir parent, ça n'empêche pas de faire le deuil, justement d'être un couple sans enfant, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaîtra plus à partir du moment où on a un enfant. Donc c'est important d'en faire le deuil, d'en avoir conscience, et c'est pas incompatible avec la joie du choix qu'on a fait. Ensuite, vraiment justement prendre conscience de l'intérêt de ces différentes étapes, et je pense notamment à l'hiver, qui est donc une période avec laquelle on a le plus de mal, que ce soit subi ou choisi d'ailleurs, de voir tout l'intérêt de cette étape. Et comme là aussi, si on reprend la métaphore de l'hiver, on a tendance dans cette saison-là à vouloir du confort, à vouloir de la chaleur, à vouloir des moments tranquilles. Dans le cadre de la transition, je dirais que c'est vraiment pareil, de vraiment être bienveillant avec soi, de s'occuper de soi, comme en plein hiver finalement. J'ai un peu évoqué les émotions tout à l'heure, puis je pense que ça pourrait faire l'objet d'un seul podcast à lui seul. Mais un outil, justement, ça serait, et en dehors d'une transition ou pendant une transition, ça serait d'aller justement chercher à comprendre davantage ses propres émotions, ce qui nous fait réagir d'une manière ou d'une autre, ce que nos émotions cherchent à nous faire comprendre, parce que je pense que ça peut être vraiment un outil important pour la phase justement de l'automne et de l'hiver, autant pour se comprendre soi et savoir vers quoi aller, que pour savoir comment prendre soin de soi dans ces étapes-là en fait. Et je dirais aussi comme dernier outil d'aller réfléchir à comment on a traversé les autres transitions de vie dans le passé, justement de savoir qu'est-ce qui a été des ressources pour nous là-dedans, ou qu'est-ce qui a compliqué la traversée. Ça peut être très instructif pour les futures transitions. Effectivement, de s'inspirer, pas forcément des autres, mais de s'inspirer de la manière dont on a déjà abordé des transitions subies ou choisies. Tout à fait, parce qu'au final, même si il y a effectivement 4 saisons communes à toutes les transitions de vie, ça va être quand même quelque chose de très subjectif. Donc c'est important d'aller voir sa propre manière de traverser ça. Donc, tu nous as parlé du fait d'accepter son propre rythme, d'être OK avec le temps que ça prendra, de ne pas se comparer, mais plutôt s'inspirer du chemin des autres. Mm-hmm. Le fait de prendre conscience du deuil qu'il y a à faire, et surtout dans le cas des transitions choisies, où on a plutôt tendance à le zapper vite fait, ou l'ignorer. Le fait de prendre conscience de l'intérêt de toutes les étapes, et surtout l'hiver, chose avec laquelle on a beaucoup plus de mal dans notre société. Le fait d'ouvrir la porte au facteur des émotions et de voir quelle lettre il a à nous donner, parce que justement, surtout en hiver, tu nous as dit que ça peut aider à écouter ses besoins, la raclette, se coucouner. Oui. Et enfin, de prendre le temps de regarder comment dans le passé on a pu gérer des transitions similaires ou pas, mais ça peut nous donner les clés sur notre schéma et peut-être soit le reproduire s'il était bon, ou peut-être l'adapter si besoin. Exactement. Alors, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Swazik, merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Avec plaisir. J'ai une dernière question, la question habituelle des ressources. Pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur les transitions de vie, est-ce que tu as des livres, des podcasts, n'importe quoi qui pourrait être utile ? Oui, j'ai que des livres, je suis très lecture. Donc, le fameux William Bridge,
Transition de vie, comment s'adapter au tournant de notre existence. Et il a fait un autre livre qui s'appelle Transition de vie aussi, mais je ne sais plus la suite du titre, spécialisé pour les changements dans le cadre des entreprises. Il y a aussi Au rythme des transitions, outils et stratégies pour mieux vivre le changement de Annie Richard, Annie Germain et Nicolas Béfort. Donc ces deux-là, je dirais que c'est plus théorique et général. Après, il y a toujours possibilité de trouver des lectures dans les périodes de vie en particulier. Justement, le milieu de vie, la retraite, la maladie, il y a des livres qui ont été faits spécifiquement pour ça dans le cadre des transitions de vie. J'ai aussi noté L'art de se réinventer de Nicole Bordelot. Celui-là, je dirais qu'il est plus poétique, qu'il est plus facile à lire. Donc c'est une autre selon justement ce qu'on recherche. Et pour finir, j'aurai aussi 2 ressources sur les émotions, comme on l'a évoqué dans les outils. J'ai Émotions, 7 étapes pour se comprendre de Catherine Emlé-Périssol et Pierre Massot. Avec vraiment justement 7 étapes très claires pour prendre en compte autant ses ressentis propres que comment on fait dans les relations avec les autres en fonction de ses émotions et des émotions des autres. Et pour finir, j'ai Émotions, enquête et mode d'emploi de Armela, A-R-T-Mela, M-E-2-L-A, où là c'est plus sous forme de BD, avec très jolies illustrations, et elle a vraiment plus vulgarisé autant comment les émotions apparaissent que justement comment elles vont aller en termes de facteurs toquer à la porte éternellement jusqu'à ce qu'on leur réponde, et de comment on gère ça. Et c'est une autre manière, je trouve, justement selon ce que cherchent nos lecteurs, lectrices. Si c'est plus facile, c'est des BD qui sont très accessibles. D'accord. Et il me semble que tu voulais nous parler d'un podcast également. Tout à fait. Alors, je participe avec 2 de mes collègues, une ancienne infirmière qui a travaillé en cancérologie et une socio-esthéticienne et massothérapeute spécialisée en cancéro. On sort un podcast qui s'appelle À la santé du cancer, qui normalement est sorti fin janvier. Super. Je mettrai tous les liens des livres, mais également de ce podcast, en commentaire de l'épisode pour les gens qui veulent aller t'écouter. Pour les gens qui souhaitent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent le faire ? Sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. En ce moment, je publie pas beaucoup de contenu, mais si on m'écrit, je reste présente et je peux répondre sans aucun problème. Et c'est Swazik Lafay, coach. Super, je mettrai ça aussi les liens. Merci beaucoup en tout cas Swazik pour toutes tes explications, toutes tes illustrations et toutes tes ressources. Ça a vraiment été un très bon moment passé avec toi. Pour moi aussi, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Sui Generis, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre notre page et à partager les épisodes avec des personnes qui pourraient être intéressées. C'est une excellente manière de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours sur l'épisode en commentaire ou à nous contacter pour nous dire quelle thématique vous souhaiteriez aborder. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode Sui Generis.